Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Évaluer la campagne 2024 et planifier les activités 2025 des parcs de technologie et d'innovation agricole PTIA était l'objectif d'une importante rencontre organisée par le CORAF, le Centre Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Inscrite dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire FSRP, cette rencontre a permis de passer en revue les nombreuses initiatives mises en œuvre par le CORAF. Et pour en savoir davantage sur l'importance des PTIA, nous sommes avec le docteur Caroline Makanto-Sobgi, experte senior en mise à l'échelle de technologie et coordinatrice de projet au CORAF. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pour débuter, Madame Sobgi, quelle est la mission essentielle des PTIA et dans combien de pays ces infrastructures sont-elles implantées? D'accord. Pour mieux comprendre la mission essentielle de PTA, il faut déjà comprendre que nous sommes dans une sous-région qui fait face à de nombreux défis en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et où la production agricole reste encore relativement faible par rapport à ce que on pourrait espérer par rapport au potentiel. Et pour cela, l'un des principaux défis, c'est que les acteurs du monde agricole n'ont pas toujours accès aux meilleures technologies qui peuvent leur permettre de booster leur production agricole. Et donc, les PTA s'inscrivent dans la démarche du CORAF d'accompagner les pays dans la mise à l'échelle de leurs technologies. Et pour ce faire, le CORAF a développé un certain nombre d'approches telles que l'utilisation des PTA, mais à côté, il y a aussi ce qu'on appelle les pôles d'immersion communautaire, les villages climato-intelligents, les plateformes d'innovation. Et en ce qui concerne donc les PTA sont comme des espèces, je veux dire, nous on les appelle communément des supermarchés. Mais en fait, c'est une plateforme physique où vous pouvez trouver en démonstration tout ce qu'il y a comme technologie et innovation prometteuses à haut potentiel d'adoption qui peuvent permettre justement de booster l'agriculture dans les zones où elles sont implantées. Et donc, pour ce faire au niveau du parc des technologies et innovations agricoles, vous n'avez pas juste les technologies en démonstration, mais vous avez aussi tout ce qui est création d'un environnement qui va faciliter la collaboration et les partenariats entre les différents acteurs du monde agricole. Parce qu'il est une chose de développer les technologies, mais il est important qu'on puisse créer les conditions qui vont permettre qu'elles puissent arriver aux utilisateurs finaux. Et généralement, ce n'est pas la recherche qui facilite le transfert des technologies, mais c'est plutôt le secteur privé et les agents de vulgarisation. Alors, vous avez organisé une importante rencontre pour passer en revue les activités dans ces PTIA. Quel enseignement majeur peut-on tirer de l'évaluation de la campagne 2024 de ces parcs de technologie et d'innovation agricole? Le principal enseignement que nous pouvons tirer, c'est déjà le fait que de plus en plus, les différents acteurs au niveau des pays comprennent les missions essentielles des parcs. Parce que, comme je le disais, les parcs permettent la démonstration, mais en côté, il est important de travailler à développer les partenariats. Et depuis une année, on travaille énormément avec les pays dans le développement des partenariats. Donc cette année, en plus du fait qu'on a eu plus de 500 technologies démontrées dans les 10 parcs, parce qu'on a 10 parcs dans 9 pays, mais à côté de ça, on a au moins 52 partenariats qui ont été conclus avec le secteur privé et les acteurs du monde agricole par les institutions qui mettent en place les parcs. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'accompagnement en termes d'incubation des jeunes entrepreneurs qu'on a observé dans un certain nombre de pays tels que le Mali, la Sierra Leone et le Tchad, par exemple. Et donc, tout cela nous laisse croire que si la dynamique continue pour l'année 2025, on va commencer à avoir des technologies qui vont passer, grâce à ces packs, qui vont pouvoir passer des développeurs de technologies que sont les instituts nationaux de recherche agricole vers le secteur privé et du secteur privé vers les utilisateurs ultimes qui sont les paysans, les associations paysannes et les autres acteurs du monde agricole. Comment interprétez-vous cette évolution significative des PTIA par rapport à l'année précédente? Déjà, je vais dire que depuis le début, parce que les PTA, on a commencé à les mettre en place en 2021. Et donc, progressivement, chaque année, on observe des évolutions. Mais par rapport à cette année, il y a eu le fait que on a mis beaucoup d'accent sur le développement des partenariats pour que nos acteurs pays comprennent que démontrer les technologies, c'est une chose, mais les faire passer aux utilisateurs finaux, c'est une autre chose. Et il est important de mettre beaucoup d'efforts parce que tous les agronomes, tous les chercheurs des instituts nationaux de recherche agricole savent démontrer les technologies. Mais par contre, comme ils n'ont pas toujours
un esprit de businessman. Il était donc important que nous les accompagnions sur ça pour leur faire comprendre qu'il y a du potentiel et que le secteur privé, les paysans n'attendent que d'avoir ces technologies et qu'il suffit juste de créer les occasions pour que les différents acteurs se mettent ensemble pour justement faciliter le transfert de ces technologies. Nous venons de parler de l'évaluation 2024 des PTIA. Quelles sont les activités phares prévues pour cette année afin de renforcer et consolider cette dynamique positive? Déjà, continuer l'accompagnement et le travail en ce qui concerne le demande de partenariat. Déjà, comme j'ai dit, il y a un certain nombre de partenaires qui ont été identifiés. Donc, s'assurer que les contacts noués, les partenariats signés vont pouvoir aboutir à des choses concrètes. Je prendrai un cas très simple, par exemple. Au Ghana, à Tamale, ils ont eu des nouvelles variétés de maïs tolérantes à la chenille légionnaire. Ils auront eu déjà des partenariats dans le secteur privé, des gens qui sont prêts à produire des semences certifiées pour les paysans, donc les accompagner pour que cela devienne quelque chose de concret. Donc, on a un certain nombre d'idées de partenariats et d'idées d'affaires qui ont été identifiées par les pays qui mettent en place les parcs. Et donc, on va les accompagner déjà dans ça, en plus de tout ce qui est démonstration habituelle, mais aussi s'assurer que tous les parcs puissent avoir à leur disposition des systèmes d'irrigation, parce que pour le moment, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas encore, parce que sans système d'irrigation, il est difficile d'avoir de l'agriculture toute l'année, de faire de l'agriculture toute l'année. Donc ça, ce sera la deuxième activité phare. Et maintenant, tout ce qui est communication, parce que sans communication, on ne peut pas faire parler des technologies qui existent. On ne peut pas faire venir auprès des parts des potentiels acteurs du secteur privé et même des institutions de formation qui ont besoin d'envoyer leurs étudiants là-bas pour faire des stages, pour voir un peu à quoi va ressembler leur future carrière. Il est important de continuer la communication. Intéressons-nous maintenant au FSRP, le programme de résilience du système alimentaire. Quelle est son ampleur? En fait, le FSRP, qui est un projet financé par la Banque mondiale, est un programme sous-régional qui est actuellement actif dans un certain nombre de pays, dont le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Sénégal, le Togo et le Tchad. Et en fait, c'est un pays qui vise à améliorer la résilience des systèmes alimentaires des pays concernés, particulièrement en ce qui concerne les aspects d'accès à l'alimentation, mais aussi la résilience face aux chocs climatiques et tout ce qui concerne les chocs sociaux et autres que vit notre sous-région. En tant qu'experte en transfert de technologie pour le CORAF, quelles innovations majeures ces dernières années ont permis d'améliorer les pratiques agricoles? Vous pouvez en citer quelques-unes des principales? Bon, il y a beaucoup d'innovations dans la sous-région. C'est vraiment difficile d'en citer, mais je peux dire que je vais encore peut-être revenir sur le cas du Ghana, par exemple, là, où vous savez, on parle d'une invasion de chenilles légionnaires en Afrique de l'Est. Et à l'heure actuelle, les Ghanéens ont 3 variétés de maïs tolérantes à la chenille légionnaire. Et d'où il est important vraiment qu'on puisse travailler à mettre à l'échelle ces variétés, parce que ça va permettre à nos paysans de moins souffrir des problèmes d'invasion de la chenille légionnaire, qui est déjà je vais dire quoi, qui est une infestation qu'on retrouve dans tous nos pays et qui actuellement entraîne des pertes d'hommes en ce qui concerne la production du maïs. À côté de ça, on a par exemple des fumoirs à poissons. De plus en plus, on va dans l'aquaculture et tout ne peut pas être consommé frais. Et il est important donc qu'on puisse transformer ça pour pouvoir conserver un peu plus longtemps. Et donc les fumoirs à poissons qui contrairement aux fumoirs traditionnels, permettent de fumer du poisson sans avoir des composés chimiques dangereux pour la santé. Donc on a des fumoirs à poissons qui ont été développés au Nigeria, par exemple. On a des variétés de mil qui sont riches en nutriments, tels que Anzec, tels que le Chakti. On a des variétés de patates hachées orangées qui permettent de lutter contre les carences en vitamine A. Il y a énormément de technologies dans la sous-région. Merci, Dr Sobgui, pour cet éclairage. Merci de nous avoir partagé avec nous ces innovations et toutes les initiatives qui sont mises en œuvre par le CORAF. Merci, monsieur. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.